À tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité pour Bonjour. cette critique Game of Thrones. Cette semaine, Yaker, Comme toujours. comme toujours, cofondateur, invité, c'est l'homme qui fait tout. Et on est là pour parler de Game of Thrones, l'épisode 1 de la saison 7, cette tant attendue saison 7, car on le rappelle, le démarrage de la saison a été reporté de plusieurs mois. Il est là, on est là. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Et alors, tout ça est enregistré en live pendant l'émission, donc n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche active pour que vous puissiez savoir quand est-ce que nous sommes live. Alors, commençons par un avis global sur l'épisode. Moi, j'ai trouvé que c'était un épisode d'introduction de saison qui met vraiment en place les différents éléments qui vont nous suivre toute la saison. Des éléments qu'on n'attendait pas forcément, par exemple avec Sam, le ver dragon, etc. Donc ça, c'est intéressant, mais j'ai surtout vu dans cet épisode un très subtil et vraiment un épisode bien foutu qui est une mise en place qui est, comment dire, c'est un tour d'horizon des forces en présence à Westeros. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit vraiment chaque puissance de Westeros. Donc il y a Winterfell, il y a Cersei Jaime, il y a les marcheurs blancs, on a les sauvageons, on a Sam qui est un petit peu à l'écart mais qui est là aussi, on a Arya, enfin tu vois, on a tout ça. Et l'épisode se termine par l'arrivée finalement de la nouvelle force en présence dans Westeros, celle qui arrive des os, c'est-à-dire Daenerys avec donc les Immaculés, mais également avec Dorne, avec les Fernets. Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant et globalement, alors on n'a pas eu des scènes qui vont être particulièrement marquantes, mais dans les faits, en dehors de la première, donc de la scène d'introduction avec Arya qui était quand même un bon kiff et on en parlera après, eh ben on a eu un épisode d'intro que j'ai trouvé très solide et qui augure de très bonnes choses pour la saison avec des personnages très forts. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de personnages aussi au bout de cette saison qui se cherchent, tu vois. On le voit avec Jon qui a une vraie présence et le roi, etc. Enfin, on en parlera un peu plus. Voilà pour mon avis global sur la saison avant de partir dans l'analyse plus détaillée juste après. Et toi, ton avis global ? Alors, juste avant de donner mon avis, je vais remercier GK Luffy, également Funko Comics et Anakin Winterfell pour leur don sur le super chat pendant le live. Merci à vous trois et également le jeune bambin Stralpitek qui nous a fait un don. Mon avis sur la série, en tout cas sur ce premier épisode, j'ai envie de dire démerde-toi. Et eh bien, c'est un excellent retour. Moi, j'ai vraiment adoré cet épisode. C'est un très bon épisode de Game of Thrones. C'est un épisode, on en parlait tout à l'heure, le leak, pas le leak et tout. C'est un épisode qui, même si on avait des éléments importants, ben, ça n'a rien gâché au fait qu'on s'est laissé faire compter une histoire qui était de qualité, avec des scènes qui avaient des vrais enjeux. On a eu notre fameuse scène rapide avec Cersei et Jaime qu'on attendait dans le générique, dans le trailer, où ils sont sur la carte. Cette scène a un impact. On a également cette scène où on voyait Euron avec Cersei sur le trône, Jaime et Euron, la on montagne. l'avait pas vu. Si, on l'avait vu sur le trailer. Non. Si. Ah, je t'assure que non. Ah bah, je t'assure que si. Parce qu'en fait, il y avait un moment où on avait fait l'imprimé écran. On voit pas Euron et on le voyait de dos et on avait émis oui, mais l'hypothèse. on voit pas de face. Parce que moi, déjà, j'ai été étonné. J'imaginais pas du tout Euron habillé comme ça face à Cersei, en fait. Bah si, en fait, regarde les dernières analyses trailer, nous en parlions. Et donc, le truc, c'est que globalement, il faut l'avouer que j'étais vraiment très agréablement surpris. Game of Thrones, c'est avant tout, en premier, devant tout le reste, une histoire. L'histoire ne m'a pas déçu, même que ce soit, et on va en parler après par zone, mais que ce soit ce plan oufement réussi de l'avancée des marcheurs blancs. Enfin, c'est un plan qui est incroyablement esthétique, qui est un plan qui est réussi d'un point de vue trucage, mais c'est un plan qui... Enfin, quand on voit donc ce vent qui pousse comme ça la neige vers le fond, mais qu'au contraire, cette montée en nuage vient par le fond, ça crée tout de suite cette ambiance de surnaturel et de magie, ça crée tout de suite, en fait, cette ambiance de quelque chose de terrible approche. Et en fait, c'est là où tu vois la force de la capacité de Game of Thrones à raconter une histoire qui est
tant bien dans la manière de faire que dans le propos, ils détruisent de nombreuses séries actuelles dans la qualité de narration. Donc au final, si on repart, outre le scénario que je vous dis adorer, les personnages, le jeu est impeccable. Certes, peut-être il y a cette scène avec Ed Sheridan où Ed Sheridan ne joue pas très bien, il a le sourire et tout. On se souvient que voilà, il commençait en acteur sérieux dans son clip In the Shape of You. Il termine en sumo par terre. Donc le truc, c'est que globalement, c'est une scène qui est sympatoche quand on aime bien Ed Sheridan, mais globalement qui n'est pas une scène du niveau de Game of Thrones, sauf si au final on se retrouve avec Arya dans l'épisode 2, avec eux, etc., et qu'il y a effectivement des choses qui en passent. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc globalement, vraiment, je suis hyper enthousiaste sur cette série. Et puis, on commence à se rendre compte, tu vois, on en parle souvent sur la chaîne de Star Wars. On parle beaucoup de Star Wars. C'est Sheeran d'ailleurs, pas Sheridan. Parce que je suis dans Babylon 5. Donc, le truc, c'est que on suit énormément Star Wars. Je suis un gros fan de Star Wars. On a eu envie de refaire des vidéos sur Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est un univers incroyable. On a envie, on s'en est parlé, de refaire du Harry Potter, parce que c'est encore des univers incroyables. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on commence avec une série, et c'est la première fois dans le monde audiovisuel qu'une série est capable d'apporter un univers suffisant. Et certains vont me dire, mais oui, c'est un bouquin aussi. C'est vrai, d'apporter en fait un poids et une complexité et un univers étendu aussi fort. Je pense que dans 20 ans, je me souviendrai de Game of Thrones. Là, quand le générique démarre, quand tu enfin, franchement, tout s'arrête. Mon téléphone est éteint. C'est notre moment. Une vidéo sur mon Instagram YGKR placée subtilement. J'en parlais. Donc je suis fiancé depuis pas longtemps avec ma fiancée. C'est le moment. C'est notre moment. On s'arrête. On fait rentrer les violons. Allez, on y va. Enfin bref, donc c'est le moment où on a envie de regarder quelque chose que personne ne dérange. C'est une religion, Game of Thrones maintenant. C'est la religion des Seven et des 7. Donc bref, donc tout ça pour dire que Game of Thrones, cet épisode. Que j'étais plutôt enthousiaste. Rentrons dans l'analyse maintenant au détail, parce que c'est probablement ça qui vous intéresse le plus, même si ton avis était plein d'émotions. Commençons avec la scène d'intro, et donc Arya qui a pris la tête de Walder Frey, et on le comprend tout de suite d'ailleurs, et qui trinque aux noces pourpres, trinque à la mort de Robb, trinque à la mort de Catelyn. Et puis, bien évidemment, comme on s'en doutait, le vin a été empoisonné. Et nous avons donc l'intégralité des frais, puisque Arya le dit, j'ai invité tous les gros frais, ceux qui comptent, autour de la table, pour trinquer. Tous les frais importants responsables du massacre des noces pourpres sont vaincus, avec une scène qui se termine avec avec la phrase qui symbolise et qui est la phrase peut-être la plus forte, et qui est en fait ce que nous voulions depuis très longtemps, cette vengeance avec The North Remembers. C'est une scène d'intro qui est étonnante, mais qui est très efficace aussi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. D'autant plus qu'il y a une vraie symbolique dans cette scène, c'est qu'elle se déroule exactement là où les Stark sont morts. Tu vois, c'est Arya se venge à l'endroit où ses proches sont morts. Il y a une vraie symbolique et une vraie force d'Arya aussi, parce que il faut le reconnaître, ça ouvre bien des choses sur Arya, parce qu'elle a un potentiel monumental. Je vais juste réagir par rapport à ça. Dans Game of Thrones, depuis le début de la série, on a tout le temps l'impression que la série nous déçoit ou nous bat à nos attentes. C'est-à-dire que, par exemple, on se dit non, mais en fait, lui, il est trop salaud, etc. Et en fait, il s'en sort toujours. Regarde comment, depuis des saisons, depuis une saison, 2 saisons, Ramsay Bolton est un enfoiré. Et au final, à chaque fois, il s'en sort. Regarde comment est-ce que Jeffrey est un enfoiré. Pendant des saisons, il s'en sort. Et au final, la mort de Jeffrey,
était peut-être une des premières tentatives. La mort de Ramsay Bolton, on a l'impression qu'on doit arriver quasiment, ce n'était pas, mais quasiment au season finale, c'était l'épisode juste avant, pour que enfin un méchant soit puni, enfin un salaud soit puni. Et là, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une vengeance, c'est un personnage dans lequel on projette des bonnes valeurs, tu vois, on se dit Arya, bon, alors que c'est une assassine, enfin quand même. Mais le truc, c'est qu'à côté de ça, il y a elle tue, et c'est une des rares moments où il y a de la justice en fait. Oui, C'est ceux qui ont été les bourreaux de sa famille en sont tués. Et donc c'est très très rare ces moments de justice dans Game of Thrones. Et on le voit tout au long de l'épisode. Il y a beaucoup d'injustice dans Game of Thrones. On va en reparler avec le limier. Et globalement, la saison commence par ça, et je trouve que c'est extrêmement fort comme message. Alors, on précise que nous sommes actuellement en live. On remercie Olivier et Equinox pour leur don. Et surtout, on a un truc à dire. Et Pierre Le Guen. Le truc à dire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre chaîne YouTube, depuis qu'on fait du live, eh ben, on est plus de 2000. Donc oui, j'ai dit, c'est énorme. On est plus de 2000 en direct. On vous remercie tous. Ça nous fait franchement chaud au cœur. On pourrait du coup faire un village. Village de vacances Cult & Click. Exactement. Le Club Med Cult & Click. Reprenons l'analyse parce que c'est ça qui vous intéresse. Passons maintenant avec le plan suivant. Un plan que j'ai trouvé super stylé avec la marche lente mais certaine et inarrêtable des marcheurs blancs dans le brouillard. Alors, toi, tu te posais une question sur le voyage. Dans cette scène, il y a deux choses qui peuvent interroger. Toi, tu te poses sur la question du temps de voyage. Moi, comme beaucoup de gens, je me suis posé la question de est-ce que le géant, c'est Woon Woon, le géant qui a été vaincu dans la saison précédente? La réponse est bien évidemment non, puisque Woon Woon n'est pas mort du tout à l'endroit où sont les marcheurs blancs actuellement. Et il y a énormément de géants, on le sait grâce au livre, il y a beaucoup de géants, et il y en a beaucoup qui ont été tués par les marcheurs blancs et qui sont donc devenus des zombies. Donc ça, c'est... Et ce qui est flippant, c'est qu'on voit qu'il y en a au moins 3 dans le plan. C'est-à-dire qu'à un moment, Jon Snow avait dit vous avez un mur, mais lui, il a des géants. Et mon Dieu, mais il en a, je sais plus, 2 ou 3. Et ben, le roi de la mort en a autant, en fait. Il a déjà, là, tout de suite, 3 géants qui sont dans son armée au minimum. Ouais. Ça, c'est un élément important. Après, toi, tu trouvais que le temps de voyage des marchands blancs risque d'être quand même sacrément long. Est-ce que tu veux en parler ou... Bah non, parce que Bah, tu penses que les marchands blancs vont arriver à destination maintenant? Là, l'épisode 1 te fait clairement pas comprendre que les marchands blancs, c'est pour tout de suite. En fait, le truc, c'est que... Ils avancent depuis le début de la série, dans les faits. Si je ne me base que sur ce qu'on a vu, Oui. et sur rien d'autre, ce qui est sûr, c'est que, souvenez-vous de ce plan où Sam se cachait et des marcheurs blancs passaient tout autour de lui. Est-ce que Sam est en fait Usain Bolt? Est-ce que Sam est capable d'arriver au sud? Est-ce que Sam est capable d'arriver au sud de Westeros, d'aller à la cité des Mestres, d'aller prévenir tout le monde sur la planète, pendant que les marcheurs blancs, eux, ils sont même pas foutus d'être arrivés au mur. Donc ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas rapides, tu vois, ces marcheurs blancs. Et qu'en fait, peut-être que la guerre se terminera parce que juste, il suffira de courir pendant que eux marchent. Ça, et personne ne l'a vu venir, ça. Mais Game of Thrones, peut-être, ce sera béni. Magie, nous sommes de retour. Donc, on en était... non. On en était où? On en était au conducteur. Voilà, alors... maintenant, passons à Ed, la douleur, et Bran, donc malheureusement, après cette petite... Mais non, mais j'avais pas terminé, copain. Quoi donc j'étais en train de dire que les marcheurs blancs, sans doute, vu que pour l'instant, quand on voit la vitesse à laquelle ils sont allés, eh bien, qui était très lente, je pense qu'il y a de faibles chances qu'ils arrivent avant la fin de la saison. Et de toutes les manières, il y a trop de choses à régler à Westeros. Il y a trop de combats. Il y a Cersei, il y a tous les Lannister à gérer. Il y a qu'est-ce qui va se passer dans le nord, qu'est-ce qui va se passer dans le sud, qu'est-ce qui va passer avec Euron. Donc tout ça, je pense que c'est la saison 7 avec la saison 8. C'est les marches blancs. Passons maintenant à Ed, qui est le nouveau
patron de la garde de nuit, et qui a remplacé John, et qui ouvre les portes à qui? À Bran et à Mera. Bran qui a une vision au début de la scène. Bran qui raconte ce qu'a vécu Ed dans son conflit face aux marchands blancs. Ça, c'était au début, hein, avec le grand ours. La grosse info de cette scène, c'est bien évidemment que Bran et Mera passent le mur. On avait déjà fait des vidéos théories dessus, donc on va pas en reparler. Ce que potentiellement ça peut avoir comme conséquence. Là, c'est pas du tout un spoil, leak, non, pas du tout. C'est voilà, il y a des questions à se poser sur Bran et ses pouvoirs. Et ça, du coup, bah, potentiellement, l'arrivée de Bran de l'autre côté du mur, ça veut dire qu'il va avoir les infos sur sa famille. Ça fait très longtemps qu'il est coupé. Peut-être qu'il va retrouver des membres de sa famille, etc. Alors, je me permets juste de réagir au chat quelqu'un qui visiblement s'est fait ban et qui lui dit non pardon, c'est Jonathan Despol qui dit tous les Lannister ils ne sont plus que deux, ils sont Oh, ils sont deux trois, mais il y en a plus que ça. ils sont deux à être les chefs de la famille, mais n'oublie pas qu'il y a toute une armée de Lannister. Il y a les cousins, les oncles, et etc. oui, mais C'est ils ont une armée en fait. Ce sont les chefs de terre et donc ils ont une des armées qui est une des plus vastes de Game of Thrones. Donc ne l'oublie pas. Ouais, Donc tu disais. exactement. Passons maintenant à l'arc sur John Mais Sand. non, attends, moi j'ai juste un point. Bah, à chaque fois, Vas-y. laisse-moi le temps. Il y a un point intéressant et je voudrais avoir votre avis sur le chat. Quand on voit le zombie, enfin le zombie géant, Ouais. en fait on le voit avec l'œil vide. Et il y a un fondu sur Bran qui a également l'œil vide. Je me suis demandé, donc exactement merci Daniel, je me suis demandé est-ce que Bran avait pris le contrôle de ce marchand blanc? Je ne pense pas, mais j'ai trouvé ça très étonnant comme plan qu'il le laissait sous-entendre. Hmm. Parce que si Bran est capable de prendre le contrôle de marcheur blanc, mais c'est incroyable comment ça change le cours de toute la guerre en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez vu ou pas? Parce que je n'y crois pas, je pense que c'était juste un effet esthétique, mais c'est très bizarre de faire ce genre de choix complètement au pif dans Game of Thrones, ça n'était jamais arrivé. Hmm, hmm. On passe à Winterfell avec le roi de la nuit, John. On va parler donc là de John, de Sansa, Littlefinger et tous ceux qui sont donc à Winterfell. On commence la scène avec une réunion. On en a eu plusieurs dans la saison 6 comme ça. Mais là, John maintenant est le roi de la nuit. Le roi de la nuit, qu'est-ce que je dis? Le roi du Nord. Et il débat notamment du sort des enfants des traites, donc les Ombres et les Karstark. Et Bah, quand on voit que sur le chat, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'air d'avoir eu la même réaction que moi, qui se sont posé ouais, la ouais, question, c'est pendant possible. que d'autres disent n'importe quoi et qui insultent du coup les familles de tout le monde. Alors, c'est une scène très importante pour John, puisque, alors déjà, un des premiers éléments, il y a tout de suite Lyanna Mormont qui refait son show. Moi, Lyanna Mormont, mon idée, c'est que pour les producteurs, c'est le personnage qui est là pour remplacer Arya. Parce que Arya a grandi, il n'y a plus la petite fille badass dans la série. Ils y ont mis Lyanna Mormont, qui en plus fait fermer le clapet à Glover. J'ai envie de dire, Lyanna continue d'être intéressante. John, dans cette scène-là, fait quelque chose également de très symbolique, puisque en fait, les châteaux de la garde de nuit qui sont inoccupés, en fait, John avait refusé de les donner à Stannis quand Stannis en avait besoin, alors qu'il était soi-disant le roi légitime des sept couronnes. Et là, en fait, il les donne aux sauvageons dirigés par Tormund, par nécessité hein, de guerre. Mais c'est pas anodin finalement que ce soit les sauvageons qui prennent les châteaux de la garde de nuit, puisque la garde de nuit, son rôle premier, c'était de protéger le mur, et c'était aussi d'empêcher les sauvageons de passer ce mur. Donc finalement, il y a un petit peu d'ironie là-dedans. Et puis, le plus gros de cette scène, c'est bien évidemment la discussion entre John et Sansa, et l'opposition entre John et Sansa concernant les enfants Ombre et Karstark. Humber. Ouais, Ombre en français. Donc, moi, cette scène, j'ai trouvé extrêmement importante parce que ça montre un des enjeux de la saison qui va être l'opposition John-Sansa. Qui, à mon avis, n'en sera pas une, puisque cette scène nous montre qu'en fait, cette opposition de John-Sansa, c'est ce que souhaite Littlefinger, mais que Littlefinger n'a aucun impact sur Sansa. Il n'a plus d'impact sur Sansa. Mais le truc que moi j'ai beaucoup aimé avec les deux enfants, c'est qu'en fait, John, il ne refait pas les erreurs qu'a fait la série depuis le début. Parce que quand il dit un enfant ne peut pas être jugé coupable des crimes de ses parents, il fait
indirectement référence au massacre des bâtards Baratheon, qui, à cause de l'erreur de Robert Baratheon d'avoir mis son kiki un peu partout, et ben du coup tous ces enfants bâtards ont été tués. Mais ça fait aussi clairement référence surtout à qui? À Daenerys. Parce que en fait, il dit un enfant ne peut pas être responsable des crimes de ses parents, donc Daenerys n'est pas responsable du crime du roi fou. Et ça, moi, je trouve ça ne manque pas de sens, cette remarque de John. Et puis bien évidemment, ça le grandit incontestablement. Donc, et ensuite, il y a cette fameuse scène de débat. T'en penses quoi, toi, de la discussion entre John et Sansa? Moi, j'en pense. Je vais réagir d'abord sur sur le débat avec les autres nobles du Nord. Moi, j'en pense qu'il y a un truc qui est très important qui dit, c'est que il ne combattra pas juste avec les femmes, enfin juste avec les hommes aux armes, mais également les femmes. Ça veut dire que, mine de rien, John a cassé les codes dans les armées de l'époque, enfin de l'époque. C'est un documentaire sur le Moyen Âge, donc c'est pour ça qu'on en parle comme ça. Non, donc en fait, il casse les codes et je pense que ça va avoir un impact en fait. Je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas encore comment, mais clairement, en fait, il vient de casser toute la manière dont fonctionnent les relations hommes-femmes dans Goth, avec des femmes qui sont suiveuses et qui d'un seul coup prennent le pouvoir, et des hommes qui sont là et qui l'ont et qui parfois le perdent ou parfois s'entretuent, etc. Moi, je pense que c'est très intéressant et pour moi, ce que j'y ai entendu, c'était un clin d'œil à Ygritte. En fait, il s'est rappelé que Ygritte était une des meilleures combattantes qu'il ait pu voir. Et je sais pas si c'est moi qui ai projeté trop, parce que le personnage d'Ygritte, je trouve, manque à John. Mais, Ouais. Et à nous aussi. mais Non, mais elle était géniale, hein, c'est Ygritte. on a son poster. Elle a porté beaucoup dans Game Et of du Thrones. coup, globalement, je pense que, enfin, je l'ai vu vraiment comme un clin d'œil à ce personnage défunt. Et donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Après, pour revenir sur la discussion avec Sansa, elle est intéressante, mais je pense ils ont presque fait le tour en fait du débat. Elle lui dit des choses simples mais très sensées. Est-ce que ce serait si horrible que ça de m'écouter? Ne refais pas les erreurs de ton frère et de ton père, qui ont été malins mais qui se sont un peu pris de haut. Et le truc, c'est que je pense que là où il y a une énorme différence entre John et tous les autres leaders et tous les autres rois du Nord, c'est qu'en fait, il est déjà mort en fait. Il a déjà été trahi par les autres et potentiellement, il ne fera pas l'erreur qu'il a fait avant, même si tout de suite, il est contre les nobles, qui lui ont dit non, non, on fait pas ci, on fait pas ça. Tout de suite, il s'est opposé aux autres parce qu'il continuait de vouloir faire le choix juste. Ce qui est une constance auprès de John. Mais je pense qu'il sera lâché du lest parce qu'il sait qu'au final, ça va l'amener dans cette petite contre-allée où il se fait poignarder. Alors moi, dans cette scène, il y a 3 enseignements énormes sur les 3 personnages concernés, c'est-à-dire Sansa, Littlefinger, Jon. Si tu permets, je l'ai dit. Sansa, elle fait des erreurs dans sa manière de s'adresser à Jon, notamment elle le compare à Joffrey, et le fait que elle évoque Cersei nous rappelle finalement tout le passif qu'elle a avec les Lannister. Et peut-être l'influence que ça peut avoir sur elle, tout ce qu'elle a vécu avec Geoffrey, avec Cersei. Ça, c'est la remarque la moins intéressante et la moins importante sur les 3 personnages. Le deuxième, c'est Littlefinger. Littlefinger, il n'a plus. C'est la première fois dans la série où Littlefinger n'est pas là parce qu'il est important, parce qu'il a de l'influence, parce qu'il a des contacts, parce qu'il a de la thune. C'est plus le grand argentier de la couronne. C'est la première fois où Littlefinger, la personne Littlefinger, n'est pas importante. Là, ce qui est important, ils le disent très clairement dans l'épisode, c'est que Littlefinger, s'il est là et si on l'accepte, c'est parce qu'il est venu avec une armée. Il est venu avec les cavaliers du Val et c'est le chef des cavaliers du Val. C'est pas Littlefinger. Et quand on le voit parler à Sansa et qu'elle lui dit écoute-moi, là, j'ai juste besoin que tu te taises, on voit à quel point Littlefinger n'a plus d'importance auprès de Sansa. Et c'est un vrai problème pour Littlefinger. Parce que ça fait longtemps qu'on pense que potentiellement Littlefinger, ça va être le maestro de Game of Thrones. Mais là, dans la situation actuelle où il est, oh, je t'ai positionné sur la chemise, excuse-moi. Dans la situation où il est, eh ben, Littlefinger, il a complètement perdu de son influence. Et enfin, le plus important pour moi, Ouais. c'est Jon Snow. Attends, juste parce que sur Littlefinger, il y a un élément très important, c'est qu'on voit que les chevaliers du Val, qui sont toujours menés par l'oncle dont je les appelle non, en fait,
Ouais, mais sont, non, il bosse pour Littlefinger. C'est Littlefinger le seigneur. sont vraiment aux ordres de Littlefinger, mais sont toujours en désaccord avec Littlefinger. Là où, quand il avait les caisses, il avait les caisses. Il avait l'argent, et tant qu'il était en accord avec les Lannister, il avait ce pied de pouvoir, il avait cet équilibre. Là, tout de suite, on sent que, globalement, il n'en faudrait pas beaucoup pour que Littlefinger perde la loyauté des Chevaliers du Val, qui, on le rappelle, sont naturellement liés aux Stark, parce que la mère des Stark, et globalement, ils ont, aucune, enfin, ils n'aiment pas Littlefinger. Oui, mais Donc, si on retire Littlefinger de l'équation, au final, tout le monde s'en porte mieux, et c'est une des rares fois où c'est le cas. Il s'est pas mis dans une situation où il est indispensable. non, c'est ce que je dis, il est pas important là. Après, c'est quand même le. Pendant qu'on vient de dépasser le record historique de la chaîne en étant 2110. Voilà, c'est un truc de ouf. Le truc, c'est que Littlefinger, mais c'est celui qui gère Robin Harrin, en fait, qui est l'héritier du Val. Donc, tant que le petit Harry n'est pas suffisamment grand pour reprendre le pouvoir, Littlefinger, c'est le vrai patron du Val. Alors, moi, je voulais parler de Jon parce qu'il y a quelque chose qui m'a énormément marqué dans cette scène. C'est que je pense que Jon est le personnage qui a le plus évolué depuis le début de la série. Pourquoi? Repensez au premier épisode de la série où Jon est dehors pendant le repas avec Lannister parce que c'est un bâtard. Jon était un bâtard Stark, très clairement, et il s'effaçait à la moindre remarque de ses frères et sœurs Stark, donc ses faux frères et faux sœurs Stark. Là, maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Jon Snow n'est plus du tout un bâtard Stark, il est le roi du Nord. Et il ne se laisse plus du tout influencer, il ne laisse plus du tout un Stark dicter ce qu'il doit faire. C'est lui le patron dans les faits, c'est lui le roi du Nord. Et ça change complètement parce que il a une vraie présence et surtout, et c'est là où j'ai trouvé dans la scène que c'était intéressant, c'est que c'est pas juste le roi qui dit non mais c'est moi le roi, je fais ce que je veux, même si je me trompe. En fait, il dit non, il ignore Sansa, il lui explique après, mais en fait sa décision, eh ben, c'est la bonne. Et il a un vrai statut d'action également de véritable chef dans le Nord. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, puisqu'on est en train de parler du Nord, on peut aussi également parler de Brienne et Tormund. Alors là, on ne savait pas si on voulait en parler ou pas parce que les scénaristes, les showrunners de la série, ont dit quelque chose à propos de Tormund et Brienne. Ils disent tellement de Alors, trucs, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? voilà, exactement. Mais si vous ne voulez pas savoir ce que les showrunners ont dit de ces deux personnages, eh bien, j'ai envie de dire, mutez le son jusqu'à ce que ma main se baisse. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors ils ont dit qu'il fallait pas s'attendre à un happy end entre Brienne et Tormund parce que bah voilà. Voilà. Il y a pas de happy end, ça a mal tourné pour les deux. Moi j'y crois pas, hein, franchement. Ce qui est sûr, c'est que moi, ça me fait tellement marrer. Tormund, Quand Tormund, eh bien, on voit le petit Podrick se faire jeter, qui lui dit oh, tu as de la chance. Et qu'on se rappelle que son délire, c'était de se faire une ours. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, le personnage de Tormund, comment c'est vraiment le pire. C'est le pire bordel qu'on puisse imaginer d'avoir les deux ensemble. Enfin bref, moi je trouve que leurs échanges sont toujours très marrants. Ouais, moi aussi. Du coup, il faut passer. On va donc arriver sur la nouvelle partie. Et on va passer du côté de Cersei, donc de Port-Réal. Donc, on va parler là cette fois de Cersei, Jaime et Euron, bien évidemment. Greyjoy. Alors, commençons par la scène de Jaime qui retrouve Cersei, qui est en train en fait de regarder la peinture hein, de la carte. Il y a une discussion qui est très Quelle bonne intéressante. idée. Attends, cette scène, quelle bonne idée. C'est-à-dire que en fait, en prenant l'idée de se dire, bah, en fait, Cersei, elle va faire repeindre le truc, mais c'est un plan d'exposition pour nous, spectateurs, Ah ouais. vraiment de la carte, parce que vous qui regardez l'émission, vous avez sans doute déjà vu la carte de Westeros, etc. Mais c'est pas le cas de tous les personnages, enfin de tous les spectateurs. Il y en a plein qui regardent Game of Thrones de manière plus, on va dire, casual. Et le truc, c'est que là, c'est un moyen de vraiment mettre la carte physiquement devant les yeux en disant, regarde, là, il y a nos amis Daenerys. Là, enfin, il y a nos ennemis de Daenerys. Là, ils vont arriver par là. Là, ils vont faire ci. Enfin, c'est vraiment une très bonne idée comme scène.
Non, non, moi je suis d'accord avec toi. Puis là, il y a toute une discussion où il y a plein de choses à analyser. Alors, la première chose qui, moi, m'a interpellé, c'est quand Cersei parle de Tommen. Elle dit Cersei, Tommen nous a abandonnés, c'est un traître, etc. En fait, moi, je n'y ai vu que le désespoir de Cersei. C'est-à-dire que tout s'est passé extrêmement vite. Elle a mis en place un plan pour détruire le Grand Moineau et puis les Tyrell. Et eh ben, il y a eu un dommage collatéral qu'elle n'avait pas forcément calculé, c'est le suicide de son fils, mais immédiatement après, elle prend le pouvoir. Elle devient la reine. Et on est dans la continuité. Et je pense qu'en fait, là, ce qui se passe pour Cersei, c'est que elle a une douleur qui doit être absolument insupportable d'avoir perdu Tommen, d'avoir perdu tous ses enfants, parce que Tommen était le dernier. Et là, en fait, elle a cette colère. Tu vois, c'est un peu genre, t'as été cocufié, ben, au lieu de souffrir, t'es en colère. Bah là, c'est pareil pour Cersei. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé ça touchant, d'autant plus qu'on voit qu'il y a également un problème avec Jaime, c'est que Jaime n'en parle pas. Jaime n'aborde pas, enfin, très rapidement Tommen, mais on a pareil aussi, j'ai eu l'impression avec Jaime que c'était une sorte de sujet tabou, tu vois. Il y a la douleur qui est là, mais on n'en parle pas, et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je viens de découvrir qu'on était deuxième live de France sur YouTube. T'es pas sérieux. Si, il y a 6 fanaux devant nous et après c'est nous. Oh merde. Non, regarde, il y en a un 2005. Là. Non, 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 c'est... Non, non. Enfin bref, bon, ok, what the fuck. Putain, médaille Euh, d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que je suis d'accord avec toi. Moi, dans cette scène, il y a deux trucs que je retiens. Un, c'est que on oublie que Jaime peut être un général de guerre, parce que on se souvient que la dernière fois qu'on l'a vu en guerre, il s'est fait battre, mais comme un bleu par Robb. Non, c'est pas vrai. La dernière fois qu'on l'a vu en guerre, il était À qui? face au scieur. C'est lui qui est arrivé et qui a remis les frais correctement en place dans le siège du château du scieur dans la saison précédente. Ouais. Ah oui, t'as raison. Ouais. Alors, il se battait pas vraiment, donc t'as pas tort non plus. Oui, oui, c'est parce que bon, enfin bref. Mais souvent, Donc, la guerre, tu te bats pas. Hein. Au Vietnam, est-ce qu'on s'est souvent battu, nous, dans les... donc, qu'est-ce que je disais? Le truc, c'est que au final, on était Jamie nous fait vraiment part de son savoir militaire. Il nous expose les enjeux parfaitement. On sait exactement là où la série va aller parce qu'on voit qu'ils sont au centre, ils sont au centre des trucs. On comprend que là tout de suite, ils sont en position de faiblesse, ce qui n'a jamais été le cas pour les Lannister en réalité. Là, pour la première fois, ils sont en position de faiblesse. Il va y avoir un conflit avec Au-Jardin, avec les Aspides des Sables. C'est un conflit direct. Enfin, cette scène, je trouve elle est excellente dans ce qu'elle raconte. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette scène, c'est juste ce tout petit moment où il lui dit nous n'avons même pas parlé de la mort de Tommen. Oui, c'est ce que je viens de dire. Bah, j'ai le droit de dire Oui, ce qui oui, m'intéresse le plus. oui. Donc le truc, c'est que quand il dit ça, j'ai trouvé que c'est vraiment touchant. Et c'est un moment où on voit la cassure entre Jaime et Cersei qui nous est clairement annoncée. Elle lui dit tu as peur de moi. Et lui, il la regarde en disant mais je devrais avoir peur de toi. Et en fait, cette scène, il y a une cassure. Souvenez-vous, c'était les amants criminels dans le premier épisode. Ils commettent un meurtre ensemble. C'est depuis le début, ce sont des complices. Et là, pour la première fois, c'est les deux complices qui ont commis un casse et qui regardent le magot chacun et qui se demandent si l'autre va pas se barrer avec. Dans le cas de Jamie, on a l'impression qu'il ne comprend plus la folie de sa sœur, slash reine, slash femme. Moi, je trouve que c'est vraiment excellent et ça nous annonce et je pose sur la table que à la fin de cette saison, au minimum, Cersei et Jaime seront en conflit. Peut-être. Peut-être. Après, il y a une petite phrase qui est balancée comme ça dans la discussion, donc quand ils sont toujours sur la carte, c'est le fait que les Lannister manquent de vivres et que les vivres, elles sont où? Elles sont au jardin et qu'ils vont donc aller prendre au jardin. Donc ça, c'est un indice très fort pour nous dire un petit peu où va aller Jaime par la suite. De toute façon, on le savait avec le trailer puisqu'on voit Jaime au jardin dans le trailer. Passons maintenant à Euron Greyjoy qui se pointe donc avec ses bateaux. On le voit hein, sur le calamar, il y a une tête rouge. Donc ça Il y a sont les bateaux. un symbole sigma rouge.
Ouais, sur le calamar, Ça symbolise l'œil. Ouais. qui est donc la marque de fabrique de Euron. Donc c'est pas le même pour tous les Ferney. Hein. Et Euron arrive donc dans le château, donc déjà il essaie de s'approcher. J'ai beaucoup aimé le fait que la montagne intervienne, puisque finalement c'était en ça aussi que l'épisode est très malin. Il y a quasiment tous les personnages de la saison qui sont dans cet épisode, à l'exception de Mélisandre. On voit la montagne, mais on le voit que quelques petites secondes, mais peu importe, c'est très bien comme ça. Et Euron fait donc face à Cersei et Jaime. Et donc, alors, il en met des couches, il fait des allusions sur le fait que Cersei et Jaime couchent ensemble, que lui a tué son frère et que c'était un gros kiff, etc. Mais moi, il y a plusieurs trucs qui m'ont un petit peu. J'ai trouvé ça un peu trop facile, cette scène. C'est-à-dire qu'il arrive, il dit bah, vous êtes la plus belle femme du monde, faisons des bébés, marions-nous. Ah, vous voulez un cadeau bah, je vais vous le chercher, allez, au revoir. Et j'ai trouvé ça un peu facile. Et après, il y a la tenue de Euron. J'ai trouvé que ça allait pas du tout avec l'esprit Game of Thrones. Les fois où on l'a vu, il avait une espèce de couronne végétale sur la tronche. Enfin, il était en adéquation avec Game of Thrones. Là, franchement, il s'habille comme ça dans la rue. Il est stylé, quoi. Voilà, c'était mon avis. C'était le point vestimentaire de notre Alors, analyse. moi, je suis d'accord avec toi, on le remarque. Mais Il n'a pas spécialement le charisme en plus. Hein. moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que Euron Il est charismatique, mais il n'a est, pas l'air méchant. est charismatique et fait flipper. Il a l'air d'être Là, il t'a fait. ouais, il a l'air d'être suffisamment fou pour apporter Oh, le bordel. une chouchoute. Et surtout, le truc, c'est qu'il a l'air suffisamment sûr de lui pour qu'on se dise que oui, il va aller défoncer. Il va prendre une armée, il va la défoncer. Oui, ça, on est d'accord. Et vraiment, le truc, c'est que là, alors que ça aurait pu être du flanc, etc. Après, on a les plans ces 1000 bateaux. Voilà. Le Avec truc, un arbre sur l'île, ça, on le dit depuis des dizaines de vidéos, mais mais voilà. ça reste Un mystère. Ça reste un mystère. Après, ils arrivent peut-être à tresser l'herbe qui ne pousse pas sur Mais ils ont les peut-être fait Ferney. comme dans Minecraft, tu sais, tu plantes une graine, t'as de la poudre d'os, tu balances la poudre d'os comme ça, puis là, boum, il pop. Ça tombe, il y a ça chez les Ferney, on le sait pas. Peut-être. Et donc au final, Ça a monté. au final, donc ce que je te disais, c'est que pour les Ferney, moi je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, dans les 2-3 épisodes, il va aller défoncer une armée. Laquelle paraît la plus logique? Moi j'ai envie de dire que celle Ceux qui ont des bateaux. Ouais. Donc ça va globalement être Daenerys qui a des bateaux. Moi je crois pas qu'il va. Non, il va pas attaquer Daenerys. On peut pas. Voilà, il peut pas attaquer Daenerys de front. Ouais, il il va peut pas se attaquer les taper autres les Ferney. dragons. Donc il y a les autres Ferney et sans doute quelques immaculés qui vont y passer dans le truc. Mais quand on regarde quand on regarde la carte de Westeros, qui est donc une grande bande de terre et un peu de mer autour, Ouais. en fait, c'est pas grave que si Daenerys met un pied sur Westeros et pas sur une île, c'est pas grave qu'elle perd ses bateaux. D'accord. On passe maintenant à Sam. Sam est donc à la citadelle, donc on le voit à plusieurs reprises, on va tout faire d'un coup. Ce montage cut le plus gerbant de l'histoire. Alors, il est dégueulasse. Alors, moi, ça m'a fait penser à ce que tu avais dit sur Glow, parce que les séries, tu sais, où il y a du cul pour vendre. Là, en fait, dans cet épisode, donc Game of Thrones revient. Pas une seule scène de nullité, voire même sexy. Par contre, ils nous font du caca, en veux-tu, en voilà. Et personne n'en voulait. Oui. Et du coup, cette scène, notamment où on voit le quotidien de Sam, je l'ai trouvée très bien faite. Il y a beaucoup de gens qui le disent qu'elle est très bien faite, cette scène. Oui, bah là, il commence à être tard, la vidéo est longue. Mais puis nous, on a une Puis prise. c'est plus l'heure, hein. Tu te couches, Là, t'as enlevé le tu truc, te je vois couches plus tôt. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Cette scène est beaucoup trop longue. Mhm. Elle est beaucoup trop longue et dans un épisode qui dure 58 minutes, j'ai trouvé cette scène, finalement, on prenait du temps pour des choses qui étaient un petit peu superflues, alors que pour le retour, on aurait voulu des choses peut-être un peu plus consistantes, mais enfin, sans mauvais jeu de mots. Mais bon, cette scène est là et finalement, le truc le plus important dans cette scène, c'est bien évidemment la découverte de Sam, la confirmation de ce que Stannis avait dit, c'est-à-dire qu'il y a du ver dragon sous Père Dragon. Et c'est très important parce que ce sont les armes qui permettent de tuer les marchands blancs. Il y a d'ailleurs un petit clin d'œil, c'est que dans le bouquin qu'est en train de lire Vert, on voit en fait la dague qu'a utilisé Jaime pour... qu'a utilisé l'assassin des Lannister pour essayer de tuer Bran. Donc ça, je l'ai vu sur Reddit. C'est une très bonne remarque du Redditor dont j'ai complètement oublié le nom. Mais je le salue quand même. Et autre chose, dans cette scène, on voit également donc le nouveau archimestre, donc archimestre Marwyn, qui est joué par le très grand acteur Jim Broadbent, pardon, qui veut dire que
on le reverra. C'est pas possible qu'il fasse juste une apparition comme ça. C'est un acteur majeur, acteur anglais qui a joué dans plein de trucs, notamment Harry Potter. On le reverra, c'est sûr, dans la saison. Donc c'est, j'ai envie de dire, quasiment le seul nouveau personnage de la saison. Et c'est intéressant puisque en fait, bah, lui, il dit clairement que il croit, Sam. Ok, je te crois qu'il y a des marchands blancs. Je te crois aussi que l'hiver est venu, l'hiver est parti à chaque fois et que ça sera encore le cas cette fois. Et si finalement il avait raison. De toute façon, il a raison, ça va pas se finir avec une victoire des marchands blancs. Bon, on n'en sait rien, hein, c'est Game of Thrones. Mais le truc, c'est que globalement, déjà le personnage est très intéressant, mais globalement, en fait, là, il y a un truc qui me perturbe avec cette scène de Sam. Sam, il dit ouais, il faut partir tout de suite, on a les infos, partons. Sauf qu'il y a Jorah dans les geôles. Il y a Jorah Mormont qui est là. Il y a de faibles chances qu'il reste dans une petite geôle sur le truc, donc il va forcément l'aider. Il n'a toujours pas eu accès au livre de la session interdite. Bah si, puisqu'il a pris les clés à l'entrée. Bah, il n'y a pas accès officiellement. Enfin, il peut pas lire tous les bouquins. Oui, mais c'est pas un maître, etc. Il a piqué les clés. Donc, globalement, en fait, il reste énormément de mystères dans cette cité des maîtres. Et il reste pas il reste pas 15 saisons. Ah non, mais moi, il va pas y revenir. Je pense qu'il va y rester très longtemps. Là, il part pas. Hein. Bah oui, mais ouais, il dit qu'il part. Bah en fait, il dit il faut prévenir John. Ah non, il envoie un pigeon. Et donc en fait, il a envoyé un pigeon. Un hibou. Ouais, un hibou. Donc il faut qu'il prévienne John, mais en fait, ce qu'on sait, c'est que cette cité, elle est importante pour plusieurs raisons. Et je pense que ce montage cut hyper important sur Sam permet en fait de se dire qu'on va découvrir d'autres choses dans les épisodes suivants et que ça va être intéressant. Mais il est dans la citadelle, à mon avis, pour très longtemps, Sam. Et alors, passons sur autre chose. Donc on a, tu l'as dit, il y a Jorah qui se fait soigner de la grise écaille. Pendant que Pierre-Jean Ravoux qui dit « Et les corbeaux, c'est pour les chiens !» Eh ben non, Sam, notre ami, a envoyé les corbeaux, c'est pas des pigeons. Mais non, c'est que je faisais la vanne des hiboux, c'est dans Harry Potter, les hiboux. Ah ouais, non, c'est... Ouais, corbeaux, pigeons, hiboux, ça se bouffe, quoi. Alors, passons maintenant sur une autre scène avec, on revoit Arya, donc avec Ed Sheeran. Donc on en a déjà parlé dans la vidéo sur les news, mais globalement je rappelle que ce que chante Ed Sheeran, ça a un sens, c'est une des chansons du livre, qui est donc une chanson sur Shae, Tywin et Tyrion, au moment où en fait Tyrion cachait Shae à sa sœur Cersei. En fait, donc c'est une chanson qui est probablement devenue une chanson populaire chantée à travers Westeros. Ça n'est pas, malgré son nom, donc Hands of Gold, une référence du tout à Jaime Lannister comme on l'entend beaucoup. Il y a eu des articles notamment qui disaient oui, c'est une référence à... Non, en fait, si on cherche un petit peu, c'est bien sur Shae. Après, il est possible que ce soit une référence cachée par la série pour Jaime. Hein. Vous savez qu'il s'est fait les deux en même temps, mais... j'ai envie de dire, c'est une chanson du livre et c'est une chanson je trouve claire. que c'est un clin d'œil très sympa vis-à-vis du... Pour moi, la seule... Alors, cette scène, elle est agréable parce que, en fait, Arya est toujours... Elle voit des capes rouges, elle va les buter. Oui, et là, elle est toujours dans le conflit, et là, elle découvre des gens qui sont certes de l'armée des Lannister, mais qui ne lui veulent pas de mal. C'est la première fois. Souviens-toi que quand elle était, tu sais, avec les enfants qui partaient à Château-Noir, et en fait, donc tous ces enfants qui partaient, dès qu'ils ont rencontré des Lannister, enfin l'armée des Lannister, ils se sont tous fait massacrer, ils se sont fait piéger, etc. Là, au contraire, il lui file de la bouffe, il lui file de la boisson. Il rigole avec eux. Il rigole. Il la menace pas. Il lui chante un bout. À aucun moment. Alors que tu dis. Il raconte que c'est des pères de famille, que c'est un père qui aimerait bien avoir une fille, etc. Mais c'est étonnant. Et que ce sont que des menus frottins et que la guerre, ça les amuse pas. En fait, je trouve que c'est très intéressant que Arya vive ça. Et juste la question que je posais quand on était en train de faire la partie un peu news, c'est est-ce que Arya va continuer avec eux. Si Arya continue avec eux, je comprends pourquoi il y a Ed Sheeran, je comprends pourquoi est-ce qu'ils sont sympas et qu'elle va peut-être être amenée à devoir les buter. Ce que dit Dervin Kevin, au lieu de passer des vieux trucs de merde d'une chaîne de télévision, devriez-vous prendre et vous mettre en live sérieux. Vous êtes meilleur que leur programme à la con. Bah, ça fait franchement plaisir et si on pouvait avoir le salaire dépend d'Amina, parce que sur MTV il y a quand même des clips plus stylés que nous, déjà plus sexy que nous. Et après, on pourrait faire que des clics en maillot de bain. Enfin, c'est sûr que ce serait potentiellement jouable. Donc, ce qu'on disait, c'est que au final, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Est-ce qu'elle va continuer avec eux? Est-ce qu'elle va se retrouver dans une situation où elle va devoir les buter?
Oui, alors Ça, ce serait intéressant. moi je n'y crois pas trop. Par contre, je veux revenir quand même Parce sur. qu'elle va buter Ed Sheeran. Non, Meurs, mais on connard. le reverra pas. Il y a- Mais il y a un C'est truc. sympa. Attends, j'essaie de placer un truc. C'est que en fait, Arya a déjà été dans cette région. Et c'est un clin d'œil. Cette scène, c'est un clin d'œil à ce qui s'est passé avant. Mm. C'est-à-dire que Arya, elle a forgé sa liste quand elle était dans cette région, après la mort de son père, quand elle a dû fuir, quand elle a été au contact avec la montagne, quand elle a été au contact avec le limier. C'est là qu'elle a forgé sa liste. Et en fait, juste avant, elle a tué les Frey. Et là, elle se retrouve dans la même région, donc la région des jumeaux, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est à ce moment-là qu'elle tombe sur des Lannister sympas. Elle tombe sur un groupe, alors que c'est une petite fille seule, enfin une ado seule. Et à aucun moment, des mecs qui pourraient être, tu sais, c'est des guerriers. Enfin, ce que nous montrait Game of Thrones à ce moment-là, et notamment dans le livre, c'est dans cet endroit-là, il y avait que des pourritures, et donc ils l'auraient violée. Et là, en fait, dans la série, à ce moment-là, à aucun moment elle ne se sent en danger. Et elle n'a aucune raison de se sentir en danger. Et en fait, moi, j'y ai vu un clin d'œil, c'est-à-dire la liste. Tu as vengé ta famille, tu dis que tu vas aller tuer Cersei, mais là, tu vois un contexte qui est différent. Peut-être que ton destin, c'est d'aller faire autre chose. Tu vois, j'ai vu comme un au revoir symbolique à la liste. Alors, J'ai peut-être tort, hein, mais c'est peut-être parce que tu as préparé la vidéo de la liste et que du coup tu as la liste en tête. Mais moi, je vais juste lire une commentaire du chat qui dit, c'est Pugidust qui dit Arya va perdre toute sa fureur. Et je pense effectivement que c'est le genre de scène qui pourrait laisser penser qu'elle va perdre sa fureur, son envie de tuer tout le monde. Parce qu'on l'a vu dans le trailer partir à Winterfell. Tandis que, donc là, elle sait que sa sœur Sansa et son frère sont à Winterfell et elle ne fait pas le choix de la famille. et puis Elle veut descendre à Port-Réal, elle veut tuer Cersei. Donc si on fait 1 plus 1, on se dit que comme elle ne va sans doute pas tuer Cersei dans les prochains épisodes, ce serait trop facile, eh bien elle va sans doute se rendre compte que effectivement sa famille c'est important, qu'il faut qu'elle aille, sa famille, surtout qu'il faut aller la protéger et que du coup elle va remonter pour aller voir Sansa. c'est possible, mais surtout que les soldats parlent de famille. Ce qui est important, ça fait longtemps que à Arya, personne ne lui parlait de famille. Bref, donc voilà pour cette scène. Passons maintenant au limier et la fraternité avec pour moi une des scènes les plus atroces de toute l'histoire de Game of Thrones. La scène de la cabane. Remettons un peu le truc dans le contexte. Dans la saison 4, donc, Arya et le limier tombent sur un fermier et sa fille. Il les héberge. À la fin, le limier, comme un salopard, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il les assomme, il leur vole leur bouffe. Et il se casse avec Arya. Est-ce que tu peux, vu que tu cites toujours les sources, est-ce Oui, que tu... c'est ta copine qui s'en est rappelée. Ta fiancée qu'on salue. Bref, ça c'était dans la saison 4 et figurez-vous que donc le limier retrouve cette maison, il retrouve le fermier et sa fille, ils sont morts tous les deux, le fermier a tué sa fille, s'est suicidé après. Elle est d'une cruauté terrible cette scène. Et donc le limier enterre bien évidemment, c'est pas le plus important de la scène mais qu'est-ce la qu'elle est... cruauté de cette scène, elle Qu'est- est très belle mais quelle cruauté. Mais oui, elle est cruelle, mais elle est atroce. Imagine que le limier est sur un chemin de rédemption et le destin n'arrête pas de lui rappeler Qu'il a été un à quel point ça a été un enfoiré. Et ça a été un enfoiré non pas seulement quand il était aux ordres de Jeffrey, parce que là il peut dire ah ah j'ai collaboré, mais c'est parce que je suivais les ordres. Sauf que là c'est quand il s'enfuyait, c'est quand il était avec Arya et qu'ils n'étaient que tous les deux. Et ça je trouve que ça en fait peut-être le crime le plus terrible que le limier ait commis Ouais. depuis sa jeunesse. Je trouve, peut-être pas, mais Depuis qu'il était petit horrible. bamba. Par contre, le truc le plus important, bien évidemment, dans cette scène, c'est les visions du limier dans le feu. Ça c'est un petit peu facile. C'est un petit peu facile, mais Approche-toi. dans le fait, Ça- tu tiens mal ton micro. Moi? Ouais, tu Ah, tiens c'est mal la ton première micro. fois que je Mais tiens non, mal non, le non, micro. non, mais depuis tout à l'heure, Eh je ben, suis écoute, gêné, Greg. merci de me le prévenir. Tu Daniel. tiens mal ton micro. Je te faisais signe depuis tout à l'heure. Et, Pour une fois que c'est lui qui tient mal son micro, je peux quand même le dire. et donc, ce que je disais, est-ce que du coup, tu m'as perturbé Les flammes, c'est un peu trop facile. Ouais, les flammes, et c'est clairement un MacGuffin, c'est-à-dire que globalement, on a un élément complètement what the fuck qui explique pourquoi le limier il va partir en combat avec Ouais, les c'est marches pareil en or. pour Et donc ça veut montagne dire de Verdragon. ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jamie, non, ça c'est logique. T'as Sam qui part faire des recherches. Oui, oui, oui. Non, mais Il trouve dans ses tombe bien. recherches Et quelque c'est un chose. bon coup de bol quand même. Bah Parce non, que mais il qui fait des c'est qui a- recherches. Qui veut du Verdragon? John. Qui c'est qu'il y a à la montagne de Verdragon? Daenerys.
les Mais deux personnages principaux de la Sam série qui sont de la même famille, ils le cherche savent pas. où Ils il y a du ver doivent aller dragon. au même endroit. Ils cherchent où il y a du ver dragon. Non, enfin, tu vois. Donc le truc, c'est que globalement, là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cersei, elle va voir les flammes, elle va dire, oh, il y a fait des marches armants. T'as Jaime qui va voir des flammes, ah, il y a des marches armants. C'est juste un peu trop facile. C'est dommage parce que je trouve que la scène, c'est la scène la plus poignante de l'épisode. Ouais. Quand en silence, ils sont en train d'enterrer les deux Ah ouais. corps. Cette scène, c'est la scène la plus marquante de Et l'épisode. petite remarque quand même, qu'est-ce qu'il est stylé Dondarrion. Non mais franchement, il est ultra stylé. C'est dommage qu'on l'ait vu si peu quoi. Non mais franchement, il y a H Paris sur le chat qui dit un peu de professionnalisme que diable. Mais on n'est pas du tout professionnel, on est des potes sur un canapé et on parle de Game of Thrones. Bref, passons à la suite et passons donc au Dragonstone avec Daenerys. Donc c'est là-dessus que se termine l'épisode. Voilà, bon, maintenant que vous avez vu, on peut en parler. Cette scène avait été photographiée en long, en large et tout. Non, c'est pas celle-là. C'est vraiment dommage qu'on ait eu autant de plans avant, du fait qu'il se baladait, comment il se baladait, etc. Oui, elle a été. Cette scène a été leakée dans tous les sens, du début à la fin. Le dialogue, quand plutôt dans la vidéo, je disais que les dialogues avaient été leakés, on avait carrément le Shall We Begin de Daenerys à la fin. Enfin, juste, enfin, vraiment, pour le coup, c'est un peu triste. Et ce qui fait que, comme j'en parlais quand on avait le débat sur le leak, le fait qu'on ait aucune information sur ça, mais qu'on ait toutes les informations sur Daenerys, fait que j'étais très content. Et je pense que c'est peut-être même un effort de montage que Daenerys est volontairement très peu de temps dans cet épisode. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors il y a Bullzorman qui dit quelqu'un m'a expliqué pourquoi une énorme forteresse flambant neuve est restée vide jusqu'à l'arrivée de Daenerys. Et il a raison parce qu'en fait dans le bouquin dès qu'il y a une forteresse qui est abandonnée, il y a plusieurs fois le cas. Pillage. Non, il n'y a pas de pillage, il y a des gens qui arrivent et qui s'installent en fait. Et il y a des moments où il y a des personnages importants de la série qui arrivent dans des forteresses qui est censées leur appartenir et ils sont obligés de dire gentiment aux gens d'aller voir ailleurs s'ils y sont. En effet, Père Dragon est une magnifique forteresse qui est abandonnée. Après, il faut se rappeler que c'est une forteresse qui est sur une île, qui est une île qui n'est pas très peuplée. C'est une presqu'île, non? Non, c'est une île. C'est une île. Ouais. Et ouais. Elle est entourée d'eau. Ok, donc c'est une île, ouais, pas une presqu'île. Et ouais, alors moi cette scène, bah, c'est celle qui m'a le plus déçu dans l'épisode. Alors il y a une vraie symbolique, c'est ce que je disais en début de vidéo. On termine l'épisode sur le tour des forces de Westeros par ceux qui arrivent en dernier à Westeros, c'est-à-dire les nouveaux venus et les plus puissants. Daenerys qui arrive avec ses dragons. Alors moi j'ai un mot à dire sur les dragons, je suis frustré. Frustré des dragons, pourquoi? Parce que les dragons, finalement, les deux étaient enfermés, Drogon se barrait, et puis finalement très rapidement, ils sont sortis de tout ça, et ils sont devenus de véritables machines de guerre, qui suivent aveuglément Daenerys. Or, on n'a pas eu tout ça. Nous, on n'a pas eu les transitions. C'est la mère des dragons, mais on les voit pas proches. On les voit proches qu'avec Drogon. Excuse-moi, mais on a eu 5 saisons d'Elle dans le désert avec les dragons, c'est mes enfants et tout. Bah oui, mais je ne voulais pas une saison de plus avec grands, Daenerys dans le désert en train de marcher avec les enfants. Quand ils sont grands, je les trouve. Il n'y a pas le moment où elle leur apprend à obéir, etc. Tu vois, il n'y a pas la complicité. Mais attention, je vais te retirer une dent. Donne la papate. Bah oui. C'est ça que tu voulais voir dans Game of Thrones? Bah oui. Mais c'est pas possible. Non, pas ça, mais au moins une ou deux scènes qui te montrent une complicité entre Daenerys et ses dragons. Là, en fait, pour moi, c'est pas une mère des dragons. Tu sais, Game of Thrones, il y a potentiellement un spin-off et tout. C'est peut-être la version 40 millions d'amis. On voit un dragon qui vole sur une petite musique Royal Canin. Cette scène, elle est un peu frustrante parce qu'on voit finalement très peu Tyrion, on voit Missandei. Peter Dinklage, premier au générique. Je crois qu'il est passé premier au générique cette saison. Et ils n'ont pas changé le générique. Mais ça a toujours été Sean Bean. Peter Dinklage. Dinklage en deux. Bah, là, en tout cas, dans celui-là, je crois que je l'ai vu en premier. Oui, ça fait un moment qu'il est premier. Gibi Ribidibidi nous dit les dragons n'obéissent pas, ils collaborent. C'est pas faux. Non, oui, bien sûr, mais. Ou qu'il y a de la bouffe. Peu importe. Croc. Bref, Missandei, on la voit très peu. Varys aussi. Varys. Viserys. Mais non. Ça, c'est le dragon. Mais t'es bête. Varys, on le voit très peu également. On voit pas Théon et sa sœur. Enfin, je me demande si on les voit pas de loin d'ailleurs. En même temps. Non, je crois pas qu'on Non, on les voit pas. Alors, en même temps, ce qui est.
En même temps, là, c'est le moment de la série où Peter Dinklage c'est le moins intéressant en fait. Parce que là, on est au moment où Et il c'est a un juste, rôle qui est difficile il maintenant. suit Daenerys et il a arrêté l'alcool et il est sympa. Donc c'est sûr que c'est toujours le problème, c'est que c'est beaucoup moins intéressant d'avoir un personnage qui est en rédemption qu'un personnage qui est en train de se damner. Mais le truc, c'est que je pense, et on vous l'avait dit pendant qu'on avait fait l'analyse du trailer, il y avait ces plans dans le trailer où on voyait des failles comme ça dans de la roche, et on avait rappelé alors ce qui n'est pas de nous, c'était une théorie de Reddit, que en fait euh, euh, Tyrion, en fait, le premier rôle que lui avait donné son père à Port-Réal, c'était de s'occuper des égouts Castle Rock, à Castel. pas à Port-Réal. C'est à Castle Rock qui s'occupait des égouts. On a déjà eu ce débat dans la vie. Bah oui, et je suis toujours pas sûr que ce soit Mais si, mais toi c'est qui as raison. certain. Et sinon, Et ça n'a au aucun final, sens. que ça leur permettrait donc de prendre plus facilement la ville. Mais oui, mais ils vont pas prendre Port-Réal, ils vont prendre Castle Rock. On le voit dans le trailer. Alors moi, cette scène m'a un petit peu déçu, mais voilà, elle est là et elle conclut l'épisode en disant la suite au prochain épisode et puis voilà. Donc c'était une intro. Là pour le coup, c'était vraiment une introduction de C'était Daenerys quoi. ouais, ouais, ouais. Moi, il m'a manqué un truc énormément dans cet épisode, c'est l'émotion que pouvait ressentir Daenerys quand elle revient dans Westeros. On le voit dans la Ah bande-annonce non, quand mais elle on le touche voit, elle touche le Ouais, sable. mais c'est pas assez. Moi, je C'est voulais le- qu'elle se roule dedans, qu'elle pleure, qu'elle se. Donne la papate. Non, mais le truc, c'est que globalement, on le voit. En plus, c'est vraiment un peu à la Maximus Gladiator. Mais pas besoin de faire plus. Tu vois, elle tire le drap des imposteurs, elle touche le sable. Mais faut pas oublier que là, elle n'est pas vraiment encore à Westeros. Elle est sur l'île avant Westeros. Ouais, mais bon, et quand t'arrives sur l'île de Ouessant, mec, t'es un peu en Bretagne, quoi. C'est pas parce que t'es sur une petite île. Je ne suis pas sûr. Ah si, Pendant qu'on est tranquillement 2003 sur le stream. Mais pas c'est de problème. tellement ouf. Putain, mais t'imagines un peu Ouais, quand on était On reste pignolé à la pause. sur Gaming Live, on se demandait est-ce que tu penses que de partir en indépendant pour récupérer comme ça une liberté de faire tout ce qu'on veut, etc. Est-ce que tu penses que c'est pas un mauvais choix en termes d'audience? Et on s'était dit non, mais ce sera un bon choix parce qu'on fera ce qu'on veut. Et bah voilà, merci à vous. Ouais, franchement, merci à tous. Et en plus, c'est pas du tout lié à Game of Thrones. Euh, Voilà, on a terminé cette critique. Bah, elle a été relativement courte, je pense. Ça fait 15-20 minutes, pas plus. Tant qu'on est sous la durée de l'épisode, c'est que c'est normal. Et là, on est sous la durée de l'épisode ou pas, Daniel? On a dépassé l'heure. Non. Oh bah c'est l'heure du Subway de Daniel. Non, 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 pas de Subway Daniel. On vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Dans la foulée, il y aura une vidéo preview de l'épisode Deux. 2 de la saison 7. L'année dernière, on avait déjà mis en place ce système des vidéos preview. On le refait donc cette année, bien évidemment. C'est voilà. Et puis, bah, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, d'avoir regardé le live. Vous avez été très nombreux. Merci. Franchement, on est ému. Ça- On est ému. Non mais et puis alors moi j'ai juste un petit mot. C'est con que Que Cardel Nico soit pas là. Ouais. que Cardel était pas là parce qu'il était en vacances. Ouais. Mais je suis sûr que ça lui fait super plaisir aussi. Parce que quand on a un truc comme ça qui nous touche tous, bah, C'est vachement plus sympa de c'est le plus jeu. plaisant de faire un câlin à Nico qu'à à nous. Non mais c'est Non toujours mais c'est vrai. plus chouette de le vivre entre potes quoi. Ah bah bien évidemment. Donc voilà. Envoyez-lui des cœurs, enfin on lui envoie des cœurs. Pendant que Bas Studio vient d'arriver, eh ben écoute, j'espère que tu vas pouvoir regarder. Tu sais, il y a le système record sur le live. Tu vas pouvoir remonter, regarder le live C'est qui Bastuo? C'est quelqu'un qui est arrivé sur le chat que maintenant. Oh putain le loser, il arrive à la fin. Mais non, mais du coup, il va pouvoir repasser sur le début du live. C'était la fonction sur YouTube. Mais en fait, tu sais, comme on est toujours en retard, en fait, il s'est dit, c'est bon, ils sont en retard, ils vont pas arriver avant 22h. Ça roule. La semaine prochaine, lundi ou mardi? La semaine prochaine, potentiellement, c'est lundi. La semaine d'après, c'est compromis pour le lundi. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant. Et je sais pas si vous avez vu. N'hésitez Mais pas on fait à des vous peu- abonner en activant Voilà. la cloche. Voilà, on Et- est obligé de le préciser. C'est le seul moyen d'être vraiment informé quand on commence la live. Le truc que je voulais rajouter, c'est que il faut suivre notre Instagram parce on fait déjà et on va en refaire aussi des petites vidéos de quelques secondes où on raconte des conneries. Et là, en l'occurrence, sur Instagram aujourd'hui, j'avais fait l'annonce du live, donc j'avais dit ce qu'il y avait dans le truc. Donc, si vous voulez
avoir un peu plus de Cult and Click en dehors de Cult and Click, allez sur Instagram, on s'y amuse beaucoup. Donc voilà, et ça s'appelle Cult and Click sur Instagram. Lui, il n'a pas encore créé son compte, mais il va le faire bientôt. Et moi, c'est Greg Jecker, et on a une idée de faire des petites vidéos voilà, de 20-30 secondes pour dire bah voilà, on a regardé tel épisode, on a pensé ça, ça, ça. Et pareil pour les films, qui sera un complément finalement de la chaîne YouTube. Donc voilà, merci à tous. N'oubliez pas le site cultandclick.com. Et ainsi s'achève cette longue vidéo qui nous a fait tant kiffer. C'est vrai. Ciao. Des bisous. Ciao, ciao. Let's